Dans l'immensité brûlante de l'Arizona de 1872, Ruth Calder, une infirmière veuve marquée par la perte et la stérilité, erre dans un désert de sable et de deuil, abandonnée par un mari qui l'a maudite. Mais au cœur d'une nuit tragique, un cri d'enfant perce le silence, bouleversant son destin. Cette femme, rejetée par deux mondes, deviendra-t-elle une légende ou une paria? Une vérité enfouie dans la poussière pourrait tout changer. Abonnez-vous et partagez d'où vous écoutez cette histoire. Qu'a-t-elle trouvé dans ce désert impitoyable? Et pourquoi la pluie, des années plus tard, murmure-t-elle encore son nom? Écoutez jusqu'au bout pour le découvrir. Sous un ciel d'Arizona, en 1872, où le vent charriait des poignards pleins de sable et où l'horizon rougeoyait comme une plaie ouverte, Ruth Calder vivait dans l'ombre d'une malédiction. Dust Creek, un campement misérable de tentes déchirées et de baraques en bois, rongées par le soleil, était son purgatoire. Jadis infirmière militaire, elle avait pansé les blessures de soldats hurlants. Mais aujourd'hui, elle n'était plus qu'une silhouette voûtée, une femme que la communauté fuyait du regard. On l'appelait « la femme que Dieu n'a pas touchée », car 3 fois, elle avait porté la vie, et 3 fois, la mort lui avait arraché ses enfants avant qu'ils ne respirent. Son ventre, disait-on, était une terre stérile, un désert dans un désert. John Calder, son mari, un lieutenant aux yeux froids comme le canon de son revolver, l'avait abandonnée 2 ans plus tôt. « Dieu t'a rendu stérile pour une raison », avait-il craché avant de monter à cheval, son ombre disparaissant dans la poussière comme s'il n'avait jamais existé. Ces mots, plus tranchants que le vent d'Arizona, s'étaient gravés dans l'âme de Ruth, une cicatrice invisible qu'aucun bandage ne pouvait refermer. Elle ne pleurait plus, pas depuis longtemps. Ses larmes s'étaient taries, absorbées par le sol craquelé, comme si la terre elle-même refusait sa douleur. À Dust Creek, la vie était un combat contre la chaleur, la faim et la maladie. Quand la variole s'abattit sur le campement, transformant les tentes en tombeaux, les colons fuirent, emportant leurs maigres possessions sur des chariots grinçants. Ruth, elle, resta, non par foi, ni par héroïsme, mais parce qu'elle n'avait plus rien à perdre. Les malades gémissaient dans l'obscurité, leurs visages ravagés par la fièvre, et Ruth, avec ses mains calleuses et son tablier taché, changeait les linges humides, administrait du laudanum, murmurait des mots qu'elle ne croyait plus. Les habitants la regardaient avec méfiance, comme si sa stérilité était une malédiction contagieuse, un signe que le ciel l'avait condamnée. Chaque soir, sous une tente qui sentait le soufre et la sueur, Ruth s'asseyait près d'un feu mourant, ses doigts serrant une vieille montre en argent, seul vestige de son mariage. Elle n'espérait plus de rédemption, seulement la fin d'une journée de plus. Les murmures des colons, portés par le vent, lui parvenaient comme des flèches. Elle ne sert à rien, une femme sans enfant n'est pas une femme. Elle serrait la montre plus fort, jusqu'à ce que le métal morde sa paume, mais elle ne répondait pas. Elle avait appris que le silence était une armure, fragile mais nécessaire. Un matin, alors que le soleil brûlait déjà le sol, un convoi de ravitaillement arriva, chargé de fioles de quinine et de bandages. Le chef du camp, un homme à la barbe hirsute nommé Amos, s'approcha de Ruth, son regard fuyant le sien. « Tu pars avec eux, » grogna-t-il. « Ils ont besoin d'une infirmière pour transporter les remèdes jusqu'à Fort Benton. » Ruth comprit que ce n'était pas une demande, mais un exil déguisé. Elle n'était pas indispensable, ici, pas désirée. Elle hocha la tête, ramassa son sac de toile usée et monta dans le chariot, ignorant les regards des autres qui semblaient dire « bon débarras ». Le convoi s'ébranla dans un nuage de poussière, les routons crissant sur les cailloux comme un chant funèbre. Ruth, assise à l'arrière, scrutait l'horizon où les montagnes se dressaient comme des sentinelles indifférentes. Elle ne savait pas alors que ce voyage marquerait la fin de sa vie d'avant.
Dans le silence du désert, où seul le cri des vautours brisait la monotonie, elle sentait une tension grandir, un pressentiment qu'elle ne pouvait nommer. La nuit tombait, lourde et sans étoiles, quand le premier coup de feu claqua. Des ombres surgirent, des hommes armés, des contrebandiers au visage masqué par des foulards crasseux. Les chevaux hennirent, le chariot versa, et Ruth sentit une douleur aiguë dans son flanc, alors qu'une balle frôlait sa chair. Le chaos éclata, cris, fumée, sang. Les soldats du convoi rapostèrent, et dans la confusion, Ruth s'enfuit, trébuchant dans l'obscurité, son sac serré contre elle, les fioles de morphine tintant comme des clochettes brisées. Elle courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent, jusqu'à ce que le silence du désert l'engloutisse à nouveau. Seule, blessée, elle s'effondra près d'un rocher, son sang tachant le sable. Elle ignorait où elle était, ni combien de temps elle survivrait. Mais alors, portée par le vent, un son faible, presque irréel, lui parvint, le pleur d'un enfant. Ruth releva la tête, son cœur battant à nouveau, non pas pour elle, mais pour cette voix fragile qui semblait l'appeler. Elle se redressa, titubante, et avança vers l'inconnu, ignorant que ce cri allait changer son destin, que la femme maudite deviendrait, dans l'ombre d'une nuit sanglante, une lumière dans un monde brisé. Sous la voûte noire d'une nuit sans lune, où les étoiles semblaient avoir fui l'Arizona, Ruth Calder avançait, guidée par un cri fragile qui perçait le silence comme une aiguille. Le désert, cruel et immense, s'étendait autour d'elle, ses dunes sculptées par le vent, évoquant des vagues figées dans un océan de sable. Sa blessure au flanc pulsait à chaque pas, le sang collant à sa chemise déchirée, mais ce pleur d'enfant, ténu et désespéré, était une corde qui la tirait hors de l'abîme. Elle trébuchait sur les rochers, ses bottes usées glissant sur le sol brûlé, tandis que les fioles de morphine dans son sac cliquetaient comme un glas. Pourtant, elle avançait, car ce son, ce souffle de vie, était la première chose depuis des années qui lui donnait une raison de ne pas s'effondrer. Le cri s'intensifia, porté par une bourrasque chaude qui charriait l'odeur âcre de la fumée. Ruth plissa les yeux, distinguant au loin une lueur rougeâtre, comme un feu mourant sous les cendres. Elle pressa le pas, ignorant la douleur qui lui mordait les côtes, et découvrit les restes d'un campement apache, dévasté par une violence récente. Les tipis n'étaient plus que des squelettes noircis, leur peau calcinée pendante comme des lambeaux de chair. Des flèches punch brisées jonchaient le sol, mêlées à des éclats de poterie et à des traces de sang séché. L'air était lourd, saturé d'une odeur de mort et de cendre, mais le cri persistait, un fil de vie au milieu du carnage. Elle suivit le son jusqu'à une crevasse dans une paroi rocheuse, à peine assez large pour qu'un homme s'y glisse. À l'intérieur, dans une poche d'ombre, elle trouva l'enfant, un nourrisson enveloppé dans une peau de cerf tachée de suie. Ses petits poings s'agitaient, ses lèvres gercées tremblaient, et ses yeux, grands ouverts, brillaient d'une peur qui semblait trop lourde pour un être si frêle. Ruth s'agenouilla, son souffle court, ses mains hésitantes. Elle n'avait jamais tenu d'enfant depuis ses propres pertes, et la peur de briser cette vie fragile la paralysait. Mais quand elle le souleva, doucement, comme on ramasse un éclat de verre, le bébé cessa de pleurer. Il s'accrocha à son corsage, sa chaleur contre sa poitrine, et pour la première fois depuis des années, Ruth sentit son cœur battre autrement que pour survivre. Elle murmura, presque sans s'en rendre compte, « Tu es en sécurité, petit. » Le désert, comme s'il écoutait, retint son souffle. Pas un coyote, pas un vautour ne troubla ce moment. Elle déchira un morceau de sa chemise pour envelopper l'enfant plus étroitement, puis fouilla son sac pour trouver une gourde. Quelques gouttes d'eau tombèrent sur les lèvres du bébé, qui les accepta avidement. Ruth, épuisée, s'adossa à la paroi, l'enfant contre elle, et scruta l'obscurité.
Elle savait ce que signifiait cet acte, un enfant apache dans les bras d'une femme blanche, dans un territoire déchiré par la guerre, était une condamnation. Les colons la traiteraient de traîtresse, les Apaches, d'intruse. Mais en cet instant, avec ce poids léger contre son cœur, elle n'écoutait plus la raison. L'aube pointait, peignant le ciel d'un violet malade, quand des ombres apparurent à l'horizon. Des cavaliers, 5 silhouettes drapées dans des couvertures, leurs lances scintillant sous les premiers rayons. Ruth sentit son sang se glacer. Elle serra l'enfant, se releva, chancelante, et fit face. Les guerriers Apaches s'approchèrent, leurs visages taillés par le vent et la guerre, leurs yeux brûlants d'une colère contenue. L'un d'eux, un homme jeune aux cheveux noués par un bandeau rouge, descendit de cheval. Il s'avança, sa lance pointée, et aboya un ordre dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Ruth ne bougea pas, ses bras en bouclier autour du bébé. Elle ne supplia pas, ne cria pas, mais ses yeux, fixes et durs, parlèrent pour elle. Le guerrier, qu'elle apprendrait plus tard à appeler Talon, tendit la main pour saisir l'enfant. Le bébé hurla, un cri si perçant que les chevaux s'agitèrent. Talon recula, déconcerté, et les autres échangèrent des regards. Ruth, sans réfléchir, commença à fredonner une vieille dame berceuse, celle que sa mère lui chantait dans une ferme de l'Ohio, bien avant que la vie ne la brise. La voix tremblante, elle chanta, et l'enfant se tut, ses petits doigts s'agrippant à elle. Les guerriers se figèrent comme si le désert lui-même retenait son souffle. L'un d'eux, un vieillard aux cheveux gris à rétrécés, murmura quelque chose, son regard passant de l'enfant à Ruth. Talon fronça les sourcils, mais ne parla pas. Il fit un signe, et les autres le suivirent, entourant Ruth comme une proie. Ils la firent marcher, les mains liées par une corde rêche, vers un campement invisible au-delà des collines. Le bébé, qu'elle nommait déjà Awan dans son esprit, dormait contre elle, inconscient du danger. Chaque pas était une épreuve, la douleur de sa blessure rivalisant avec la peur d'un sort inconnu. Mais dans ce désert impitoyable, où la mort rôdait comme un vautour, Ruth sentait une étincelle nouvelle, une raison de ne pas céder. Elle ignorait si elle survivrait à cette marche, si les Apaches la laisseraient vivre. Mais elle savait une chose, cet enfant, ce cri dans la nuit, l'avait choisi, et elle ne le laisserait pas tomber. Alors que le soleil se hissait au-dessus des collines déchiquetées, peignant le désert d'Arizona d'une lueur d'or brisée, Ruth Calder avançait, entravée par des cordes qui mordaient ses poignets, sous l'œil vigilant des guerriers Apaches. Le bébé, Awan, blotti contre sa poitrine, dormait d'un sommeil innocent, sa respiration chaude comme une prière silencieuse. Chaque pas dans ce canyon aride, où les cactus dressaient dans leurs épines comme des sentinelles hostiles, était un défi, mais Ruth marchait, portée par une force qu'elle ne comprenait pas encore. Le campement Apache apparut enfin, une poignée de tipis dispersés autour d'un feu mourant, leurs ombres dansant sur le sol rouge comme des spectres d'un monde oublié. On la fit asseoir sur une natte rugueuse, sous le regard méfiant des femmes et des enfants, dont les yeux brillaient d'une curiosité teintée de crainte. Les cordes restaient en place, un rappel de son statut de captive, mais Ruth ne baissa pas la tête. Elle serrait Awan, dont le souffle régulier était son seul bouclier. Talon, le jeune guerrier au bandeau rouge, s'éloigna pour conférer avec un homme plus âgé, dont le visage ridé semblait taillé dans le roc du désert. Les murmures s'élevaient, secs comme le vent qui fouettait les peaux des tipis, et Ruth devinait qu'on discutait de son sort. Était-elle une ennemie, une voleuse d'enfants, ou quelque chose d'autre que même les Apaches ne pouvaient y nommer? Les heures s'étirèrent, lourdes comme le sable sous ses pieds. Une femme, aux cheveux tressés, ornés de perles bleues, lui tendit un bol d'eau trouble, mais son regard était une lame. Ruth but à petites gorgées, partageant les dernières gouttes avec Awan, dont les lèvres sèches
s'entr'ouvrirent avec avidité. Elle n'avait rien pour le nourrir, pas de lait, pas de provisions, mais elle le berça, fredonnant à nouveau cette berceuse d'Ohio, sa voix rauque s'élevant comme une fumée dans l'air sec. Les enfants du camp s'approchèrent, timides, leurs pieds nus effleurant le sol, et une fillette tendit une brindille, comme une offrande hésitante. Ruth sourit, un éclat fragile dans ce lieu hostile, et la fillette s'enfuit, effrayée par sa propre audace. La nuit tomba, froide et tranchante, le feu central projetant des ombres mouvantes sur les visages des Apaches. Talon revint, accompagné d'une femme âgée, dont les yeux voilés par la cataracte semblaient le voir au-delà de la chair. Elle s'accroupit près de Ruth, ses doigts noueux effleurant le front d'Awan, puis celui de Ruth, comme si elle lisait une histoire gravée dans leur peau. Elle parla, sa voix un murmure râpeux, et Talon traduisit ses mots hachés. Elle dit que l'enfant t'a choisi. Il dort avec toi, pas avec nous. Ruth sentit un frisson la parcourir, non de peur, mais d'une vérité qu'elle n'osait nommer. Elle hocha la tête, incapable de répondre, tandis que la vieille femme s'éloignait, ses pas aussi légers que le vent. Le lendemain, Ruth fut détachée, mais des regards lourds pesaient encore sur elle. On lui permit de rester près du feu, où elle apprit à moudre des racines avec une pierre plate, sous l'œil sévère d'une femme nommée Kelly. Quand Awan pleura, affamée, Kelly apporta une pâte épaisse faite de maïs et d'eau, que Ruth fit couler doucement dans la bouche de l'enfant. Elle remarqua alors que Talon l'observait, non plus avec méfiance, mais avec une curiosité retenue, comme s'il cherchait à comprendre ce lien inexplicable entre une étrangère et un orphelin de son peuple. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et partagez d'où vous écoutez, car chaque voix compte dans ce récit du désert, où les âmes se trouvent là où on les attend le moins. Une fièvre éclata dans le camp, un mal rapide qui fit trembler les enfants et voûta les guerriers. Ruth, sans attendre d'ordre, fouilla son sac pour en tirer des fioles de quinine, intactes malgré le chaos de l'embuscade. Elle dosa le remède avec soin, mélangeant l'amertume à de l'eau pour les malades, ses mains d'infirmière retrouvant leur assurance d'antan. Une jeune femme, à peine consciente, gémit sous une couverture, et Ruth, ignorant les regards, lava son front brûlant, ses gestes précis mais doux. Le camp s'immobilisa, observant cette étrangère qui soignait sans demander, qui donnait sans posséder. Talon, silencieux, apporta une outre d'eau fraîche, un geste qui valait plus que des mots. Au crépuscule, alors que le ciel s'embrasait d'un rouge sanglant, le vieillard aux tresses grises s'approcha. Il posa une plume d'aigle sur le sol devant Ruth, un symbole qu'elle ne comprenait pas encore. « Il a choisi », dit-il simplement, désignant Awan qui dormait contre elle, ses petits doigts enroulés autour de son pouce. Ruth sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine, comme si le désert, pour la première fois, cessait de la rejeter. Mais elle savait que ce choix, aussi sacré soit-il, ne suffirait pas à apaiser les ombres qui guettaient Roth, prêtes à réclamer ce qu'elle avait juré de protéger. Alors que l'aube jetait une lumière pâle sur le campement Apache, transformant les ombres en silhouettes incertaines, Ruth Calder sentit un frisson la traverser, non pas à cause du froid mordant du désert, mais d'une menace qu'elle devinait dans l'air. La plume d'aigle, posée la veille comme un gage mystérieux, reposait près de son sac, un symbole dont le poids semblait grandir avec chaque heure. Awan, lové contre elle, babillait doucement, ses petits doigts jouant avec une mèche de ses cheveux tressés. Ruth apprenait à survivre dans ce monde étrange, tissant des liens fragiles avec les femmes du camp, qui lui montraient comment tresser des paniers ou extraire l'eau des racines épineuses. Mais ce matin-là, le calme du désert fut brisé par un grondement lointain, comme le roulement d'un orage sans nuages. Des cavaliers apparurent au loin, leurs silhouettes floues dans la brume de chaleur, portant un drapeau blanc
qui flottait comme un mensonge. Les Apaches se figèrent, les mains sur leurs armes, tandis que Ruth serrait Awan plus fort, son cœur battant au rythme des sabots qui approchaient. Les hommes descendirent port de cheval, leurs uniformes bleus poussiéreux, leurs fusils brillant sous le soleil. À leur tête, un visage qu'elle reconnut immédiatement, un visage qu'elle avait tenté d'oublier. John Calder, son ancien mari, dont les yeux froids la transpercèrent comme une lame. Il ne la reconnut pas tout de suite, ses cheveux tressés et sa peau brûlée par le soleil, la rendant presque étrangère. Mais quand elle émergea d'un tipi, Awan dans les bras, il s'immobilisa, son souffle coupé. « Ruth, mon Dieu !» murmura-t-il, avant qu'un sourire amer ne torde ses lèvres. « Même ici, tu élèves ce qui n'est pas à toi. » Ces mots, acérés comme des éclats de silex, réveillèrent une douleur ancienne, mais Ruth ne fléchit pas. Elle tenait Awan, dont les yeux grands ouverts semblaient défier l'intrus. John s'avança, flanqué de soldats nerveux, et déclara d'une voix forte que l'enfant était un otage de guerre, un butin à ramener à Fort Benton pour apaiser les tensions avec les colons. Ruth comprit alors, avec une clarté qui lui glaça le sang, que l'attaque qui avait détruit le camp où elle avait trouvé Awan portait la marque de John. Les cendres, les corps, la fumée, tout était son œuvre. La fureur monta en elle, mais elle la contint, ses bras serrés autour de l'enfant comme un rempart. Talon surgit, son ombre imposante barrant le chemin des soldats. Sa lance reposait contre son épaule, mais ses yeux brûlaient d'une colère contenue. Il parla dans sa langue, un flot rapide et tranchant, et un guerrier plus âgé traduisit « L'enfant appartient à ce peuple. Vous n'avez aucun droit ici. » John ricana, sa main effleurant son revolver, et répondit que l'enfant serait si tard civilisé, arraché à ce qu'il appelait une sauvagerie. Les tensions montèrent, les soldats resserrant leurs rangs, les Apaches se préparant à défendre leur sol. Ruth, au centre de ce face-à-face, sentit le désert retenir son souffle, comme si la terre elle-même attendait un dénouement. Un cri d'Awan brisa le silence, un hurlement aigu qui fit sursauter les chevaux. Ruth le berça instinctivement, sa voix murmurant une berceuse malgré la peur qui lui nouait la gorge. Les soldats échangèrent des regards, déconcertés par cette femme blanche parmi les Apaches. Mais John, lui, ne voyait que sa propre autorité défiée. Il s'avança, ordonnant qu'on lui remette l'enfant. Talon fit un pas, sa lance s'abaissant légèrement, et en un instant, le camp devint un baril de poudre prêt à exploser. Ruth, sentant le danger, s'interposa, son regard planté dans celui de John. « Tu as déjà pris assez, » dit-elle, sa voix basse mais ferme, chaque mot chargé de la douleur des années perdues. Un soldat, jeune et nerveux, leva son fusil et le chaos éclata. Une flèche siffla, frôlant l'épaule d'un cavalier, et les cris des guerriers Apaches emplirent pour l'air. Ruth, tenant Awan, courut vers un abri derrière un rocher, tandis que Talon et ses hommes repoussaient les intrus. Les coups de feu résonnaient sottes, mêlés au fracas des lances contre le métal. Ruth, accroupie, fouilla son sac pour trouver des bandages et de la morphine, prête à soigner les blessés, qu'ils soient Apaches ou soldats. Elle aperçut Talon, une entaille au bras, mais toujours debout, défendant le camp avec une fureur silencieuse. Alors que la poussière retombait, les soldats reculèrent, John lançant un dernier regard à Ruth, un mélange de mépris et d'incrédulité. « Tu ne seras jamais rien d'autre qu'une ombre » cracha-t-il avant de remonter en selle. Les Apaches, épuisés mais victorieux, regardèrent les cavaliers s'éloigner. Ruth, Awan toujours contre elle, sentit une main se poser sur son épaule. C'était Kelly, la femme aux perles bleues, qui hocha la tête, un geste qui valait plus qu'un discours. Le camp, encore vibrant de tension, semblait reconnaître que Ruth, malgré son sang étranger, avait choisi de se tenir parmi eux,
et que ce choix pesait plus lourd que n'importe quelle arme. Alors que les cavaliers s'éloignaient, dans un nuage de poussière, leurs ombres avalées par l'horizon brûlant de l'Arizona, Ruth Calder restait debout, Awan serré contre son cœur, le regard de Kelly gravé dans son esprit comme une promesse tacite. Le camp Apache, encore frémissant de l'écho des coups de feu, semblait suspendu dans un silence fragile, mais Ruth savait que la paix n'était qu'un répit. Sa blessure au flanc, rouverte dans la fuite, pulsait à chaque souffle, et une fièvre sournoise commençait à ramper dans ses veines. Pourtant, elle ne s'arrêta pas. Elle retourna au tipi, où les femmes du camp, désormais moins hostiles, l'observaient avec une curiosité nouvelle, comme si sa présence parmi elles défiait les lois du désert. Le crépuscule peint le ciel d'un rouge mourant, et Ruth, malgré la douleur, s'activa. Elle tria les dernières fioles de morphine, nettoya les bandages souillés et prépara une décoction de racines pour apaiser les blessés. Talon, le bras pansé par ses soins, s'assit non loin, taillant une flèche avec une précision mécanique, mais ses yeux revenaient sans cesse vers elle. Il ne parlait pas, mais son silence était éloquent, chargé d'un respect qu'elle n'avait jamais connu. Une vieille sec femme, celle aux yeux voilés, s'approcha et glissa un collier de perles noires dans sa main, murmurant des mots que Ruth ne comprit pas, mais qui pesaient comme une bénédiction. Le camp, lentement, se reconstruisait, les tipis renforcés, les feux ravivés, mais une tension persistante flottait, comme un orage tapi dans les collines. Au cœur de la nuit, alors que les étoiles perçaient enfin la voûte obscure, un cri déchira le silence. Un guetteur, posté sur une crête, alerta le camp. Des lueurs de torches approchaient, accompagnées du grondement de sabots. Les soldats étaient liés de retour, plus nombreux, leurs intentions claires dans le cliquetis de leurs armes. Ruth, réveillée en sursaut, saisit Awan et son sac, ses jambes tremblantes mais résolues. Talon rassembla les guerriers, mais leur nombre était des réduits, affaiblis par la fièvre et le combat précédent. Ruth comprit que cette fois, il n'y aurait pas de retraite. Elle repéra, au loin, un chariot abandonné par les soldats, chargé de barils de poudre noire, à peine gardés dans l'obscurité. Une idée désespérée germa dans son esprit, un plan aussi fou que le désert lui-même. Elle confia Awan à Kelly, dont les yeux s'écarquillèrent prompts de surprise, mais qui hocha la tête sans poser de questions. Ruth, ignorant la douleur qui lui déchirait le flanc, rampa vers le chariot, utilisant les ombres des rochers comme couverture. Chaque mouvement était une torture, le sang trempant sa chemise, mais elle atteignit les barils, ses doigts d'armes tremblants cherchant une mèche. Les soldats, occupés à encercler le camp, ne la virent pas. Elle alluma une torche, arrachée à un feu mourant, et, dans un souffle, mit le feu à la poudre. L'explosion déchira la nuit, un rugissement de flammes et de débris qui fit trembler la terre, repoussant les assaillants dans une panique éperdue. Le camp fut sauvé, mais Ruth, projetée par le souffle, s'effondra, son corps brisé contre le sol rocailleux. Alors qu'elle gisait, à peine consciente, les premières gouttes de pluie tombèrent, un miracle après 3 ans de sécheresse. Les Apaches, stupéfaits, levèrent les yeux vers le ciel, leurs visages illuminés par l'averse. Talon la trouva, la souleva avec une douceur inattendue, et la ramena au camp. Ruth, à bout de force, murmura « Si je ne vis pas, dis-lui que je n'ai jamais quitté. Je suis juste partie en avant. » Elle tendit une main tremblante vers Awan, que Kelly lui rendit, et embrassa son front, ses lèvres froides, scellant une promesse éternelle. Les jours suivants, Ruth s'affaiblit, la fièvre consumant ce qui restait de sa force. Les femmes du camp veillèrent sur elle, apportant des herbes et des champs, mais la mort était une ombre qu'aucune médecine ne pouvait chasser. Sous une pluie douce, elle s'éteignit, Awan dans ses bras, Talon à ses côtés, son regard chargé d'un chagrin muet. Les Apaches l'enterrèrent sous un rocher marqué d'une plume d'aigle, et le nom
Tanahe devint une légende, murmurée autour des feux. Des années plus tard, Awan, devenu guerrier, portait une médaille d'argent gravée des initiales R. C, racontant à ses enfants l'histoire de la femme qui avait fait pleuvoir le désert. À Dust Creek, colons et apaches s'arrêtaient dès sous la pluie, écoutant une voix lointaine, celle de la mère de la pluie, qui avait uni deux mondes dans un sacrifice aussi grand que les cieux. L'histoire de Ruth Calder, tissée dans la poussière et la pluie de l'Arizona, résonne comme un écho du courage et du sacrifice. Qu'a éveillé en vous cette femme qui a défié deux mondes pour un enfant? Partagez vos pensées dans les commentaires, d'où que vous soyez, car chaque voix enrichit ce récit. Nous vous remercions sincèrement d'avoir suivi ce voyage à travers le désert, où les cœurs parlent plus fort que les armes. Revenez bientôt pour découvrir d'autres histoires qui capturent l'âme du Far West, des récits où la terre elle-même murmure des vérités oubliées. À très vite autour d'un nouveau feu de camp.